Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. Par-delà les temps, par-delà l'histoire, certaines personnes sont des repères. Ils nous indiquent le chemin parcouru et ils nous orientent parce qu'ils sont restés en poste. Il y a des hommes qui sont en poste, le poste d'aimer leur pays, de le servir. Ils ont commencé à le servir, qu'ils soient dans les institutions ou pas, ils sont restés des références. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir parmi les hommes, les Congolais, ceux qui ont déjà été d'une certaine manière imprégnés de cet amour pour la nation. Je reçois celui que nous appelons harmonieusement A4, ambassadeur André Atundu Lyongo. Monsieur l'ambassadeur, je vous appelle ambassadeur parce que c'est un poste, un titre qui reste à vie. De noblesse. De noblesse. Je vous appelle ambassadeur parce que je sais que vous êtes entre le savoir et l'ignorance. Vous allez vous situer entre l'inexpérience et l'expérience. Ambassadeur de ce monde que nous désirons, le monde de la connaissance. Et avec votre générosité, vous allez nous dire des choses. Aujourd'hui, avec les reculs du temps, parce que vous avez, comme je l'ai dit, vous êtes resté en poste. Merci d'être à Géopolis et surtout de nous accueillir dans votre générosité, mais surtout aussi d'intervenir maintenant que le pays est quand même emballé. Nous savions que nous étions en guerre, mais depuis quelques semaines, nous sommes conscients de cette guerre. La conscience est différente de la connaissance. Nous sommes conscients de cette guerre et toutes les autorités sont aujourd'hui mobilisées pour que la terreur, ce qui nous a assaillis, ce qui a fait partir dans l'au-delà beaucoup de nos compatriotes de manière innocente, nous puissions l'aborder avec sérénité et maîtrise. C'est comme ça que je viens vers vous, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Pour les jeunes gens qui ne vous connaissent pas, je disais donc André Alain Atundu, ambassadeur, vous êtes un juriste, vous êtes un philosophe, vous êtes plus un manager de société, vous avez travaillé dans beaucoup de sociétés. 12 ans. 12 ans, je ne cite pas la GECAMIN, qui est quand même la plus grande de nos entreprises. Mais vous êtes aussi un officier de sécurité, donc vous avez travaillé dans l'ombre, vous avez travaillé dans le noir pour pouvoir garantir nos nuits. Vous êtes aussi un diplomate, vous avez travaillé dans la lumière. Mais vous êtes aussi un chef de parti, vous travaillez dans la proposition. Vous avez donc fait beaucoup de propositions et je suis content. Je suis content parce que c'est cela aussi. Mais avant que vous ne parliez, j'aimerais faire venir ici André Alain Atundu il y a 20 ans, 21 ans. Je vous recevais sur, pas le même plateau, mais dans un plateau de télévision. Et vous étiez en train d'expliquer dans quel monde nous vivons. Quelle est la nature de notre monde? Où est-ce que nous sommes? Le monde a évolué. Et ce monde a beaucoup pris depuis ça fait 20 ans. Vous allez d'abord vous retrouver, ensuite je vous donnerai la parole. Si je suis en rapport avec la régie, nous allons suivre ce premier extrait de M. André Alain Atundu il y a 21 ans, quand il nous parlait de comment le monde évolue. Suivons. Je reviens encore à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui me paraît fondamental, c'est ce dysfonctionnement dans notre agir, dans notre pensée. Approfondissez un peu ça. À quoi est dû en fait que les hommes politiques, les Congolais en général, ils pensent autrement, ils agissent autrement, ils disent une chose, ils font le contraire. Cette disparité dans la conscience de nos Congolais vient d'où? Je pense que, d'une façon générale, sans être trop prétentieux, je peux dire que cela provient du fait que dans beaucoup de partis politiques, il n'y a pas en réalité de philosophie politique pensée, de philosophie politique en tant qu'expression intériorisée d'une réalité vécue et traduite en concept. C'est cela qui fait que, eh bien, vous dites, on nous pose d'ailleurs la question, est-ce que vous êtes de droite ou de gauche? Est-ce que vous êtes socialiste ou vous êtes... Je dis non. Nous sommes d'abord nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous frappe dans ce que nous vivons? Je dis, tiens, il y a une absence criante d'un comportement logique du fait que nous appartenons à un même monde. Je dirais, le XXe siècle, c'était un siècle des nationalismes étroits. Et le XXIe, c'est le siècle des nouvelles frontières internationales, c'est-à-dire d'un monospace. Le monde
est un monospace où chacun doit évoluer. Eh bien, nous considérons que nous sommes le fruit de cette vision, de cette conception du XXIe siècle où les frontières matérielles n'ont plus leur rôle d'obstacle. Les frontières matérielles aujourd'hui, ce sont des ponts. Voilà. Ça vous ramène à 21 ans passés. Évidemment, vous n'aviez pas les cheveux gris comme aujourd'hui. Vous avez buriné. Vous non plus. Moi, je suis encore un jeune homme, là, passable, candidat à toutes les conquêtes. Mais hélas, aujourd'hui, nous avons été rattrapés par le temps. Mais ça me fait plaisir parce que ce sont des propos forts que vous teniez. Et vous les teniez parce que je vous interrogeais sur le monde et sur votre parti. Alors, pouvez-vous dire la même chose aujourd'hui? Que nous sommes dans ce monde-là que vous voyez, ou bien ce monde-là a disparu? Non, ce monde-là n'a pas disparu dans la mesure où, hélas, les partis continuent à être une association de personnes plutôt qu'une cohésion d'idées. Beaucoup de partis, s'ils ont un projet de société, c'est pour passer au ministère de l'Intérieur. Parce qu'au départ, ils ont une philosophie. C'est ça. La philosophie provient de la conscience d'une présence ou d'une absence. Par exemple, chez nous, la symbiotique, c'est ça la philosophie du parti, c'est la conscience politique et philosophique de l'interdépendance entre les États. Cette conscience-là a généré cette philosophie, la symbiotique, c'est-à-dire le partage de la vie, sun bios, comme diraient les Grecs, c'est avec la vie. C'est cela la base. Mais malheureusement, par paresse intellectuelle, par mimétisme ou par effet de mode, les gens n'ont plus le temps de réfléchir avant de sortir un parti. Un parti ne sort pas en une semaine. Par exemple, la CDR a été conçue du temps de Mobutu comme une réaction des jeunes contre les caciques. Nous étions là, les Mwamba, les Kadima, Issoyongo, aujourd'hui disparu, le professeur, l'ambassadeur désormais, Émile Ngoï. Nous étions un groupe de jeunes et j'étais comme leur leader. Je dis non, je viens de chez le président, j'ai vu ça, ça, ça. Eh bien, si nous ne faisons pas attention, nous allons disparaître. Voilà la naissance de cette conscience, d'abord sur le plan interne. Alors, quand on s'est mis à s'organiser, on s'est rendu compte que sur le plan international, le monde a beaucoup changé. Hein? Et que, bon, le manifeste de l'Ancélé, c'est bien beau, mais c'est tourné autour de nous, tandis que notre philosophie doit se tourner vers l'extérieur. Voilà un peu la différence. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous avez dit quelque chose qui m'a fait plaisir. Vous avez parlé de la symbiotique, ce partage de la vie, cette vie qui est pratiquement aujourd'hui méprisée dans une partie de notre pays avec la guerre. Comment cette guerre vous apparaît? Qu'est-ce qu'elle a surpris en vous, cette guerre? Dans quelle partie de votre sensibilité elle est venue se loger? D'abord, un sentiment de désolation pour notre région parce qu'on ne le méritait pas. Souvenez-vous, nous venions de la CPGL. La CPGL qui était une réponse économique aux problèmes politiques d'insécurité. Lorsque vous voyez les attendus, c'est pour permettre aux populations de se comprendre, pour mettre fin aux méfiances systématiques entre dirigeants. Voilà, nous faisons cette organisation économique. Mais on ne devait pas en être là. Malheureusement, il y a eu cette explosion ou cette implosion du Rwanda entre Hutu et Tutsi avec le génocide et surtout les conséquences pour nous.
conséquences terribles. D'abord, en termes humains, cet afflux que l'on nous a imposé, que l'on nous a obligés de recevoir. Ensuite, conséquences politiques de la confiance construite sur base d'intérêts économiques. On est passé à la méfiance systématique due à l'ambition de vouloir supprimer Mobutu et tout ce qu'il a fait. Et que le FPR, puisque c'est ça qu'il s'agit, eh bien, tout ce qui touchait à Mobutu, tout ce qui touchait à la République du Zaïre à l'époque, c'était mauvais, c'était des ennemis à combat. Mais il y a un soubassement cela. C'est parce que Mobutu les avait combattus quand ils étaient en rébellion du temps d'Abirimana, avec Maïlé, etc. Donc, c'est cette sauce un peu insolite qui a fait que nous n'avions plus, en réalité, des raisons de vivre ensemble. Le FR conquérant voulait nous écraser et un peu se venger de l'histoire, être désormais le leader, et le Congo qui ne parvenait plus à retrouver ses repères. N'oublions pas que le passage du parti unique au multipartisme s'est fait sans préparation. Du jour au lendemain, le président fondateur, c'était les dieux qui ne se trompaient pas. Le lendemain, il se trompait, il s'est trompé. Alors, ça déstructurait un peu le mental du Congolais. Et ça affaiblit l'État énormément. Mais bien sûr, c'est les conséquences. On n'avait plus, le citoyen congolais n'avait plus de modèle à servir ou à qui ressembler. Alors, vous étiez quand même, on ne l'a pas dit, mais vous étiez ambassadeur au Rwanda. Du temps de votre mandat là-bas, pouviez-vous, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement attentif, pouviez-vous, même un seul instant, soupçonner que ce pays allait connaître le sort qui est le sien aujourd'hui et que la guerre pouvait, d'une certaine manière, frapper le Congo, à partir du moment où vous étiez au Rwanda? Ce pays, vous parlez du Rwanda? Oui. Non, pas à ce niveau-là. Je sais d'expérience qu'il y avait une méfiance, d'une part, entre le Burundi et le Rwanda un peu, et surtout, il y avait un antagonisme cyclique, n'est-ce pas, entre les Hutus et les Tutsis. En 1958, ce sont les Hutus qui ont chassé les Tutsis, que nous avons accueillis généreusement. En 1994, ce sont les Tutsis qui ont chassé les Hutus, que nous avons accueillis aussi à bras ouverts. Mais, dans les deux cas, malheureusement, Kayibanda Grégoire, le président rwandais, ne nous a jamais pardonné d'avoir accueilli les Tutsis. D'où il a favorisé les scrams, tous les mauvais coups venaient du Rwanda ou passaient par le Rwanda. Malheureusement, comme ironie de l'histoire, c'est maintenant les Hutus, les Tutsis, qui ne supportent pas que nous ayons accueilli les Hutus. Mais tous les Hutus ne sont pas des cadres politiques. Ouais. Il y a des simples citoyens qui vivaient du commerce entre le Rwanda et le Congo. Donc, nous avons donc... alors maintenant, c'est ça Je vais essayer de vous poser une question en essayant de la puiser dans vos propres propos. On se rend compte, bel et bien, vous avez dit que le monde aujourd'hui, les frontières se sont un peu élargies. Et il s'est donc posé un vrai problème de nationalité dans notre pays. Il s'est posé un problème d'identité parce qu'il y a des communautés, il y a des personnes qui sont entrées ici, qui ont été accueillies, mais qui ont pris les armes. Il y a des gens qui sont devenus des dangers, au point qu'aujourd'hui, la notion là la nationalité congolaise est devenue une des sources du conflit. Mais je vais vous demander si vous gardez la même position que vous avez eue il y a une vingtaine d'années, avec les reculs de temps. Nous allons suivre votre position, ce que vous m'avez dit il y a 20 ans sur la nationalité. Est-ce que vous n'êtes pas très en avance par rapport à notre monde? Parce que quand vous dites déjà cela, ça présuppose que vous acceptez
que l'émigration des peuples, vous acceptez la citoyenneté nationale, vous acceptez en réalité un certain nombre de choses. Vous n'êtes pas en avance, un peu trop en avance par rapport à... Non, ce que je dis, écoutez, la circulation, la libre circulation des biens et des personnes, ben, c'est un acquis de la CPGL qu'on avait dans le temps. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait autant de Congolais qui demandent des visas et qui sont nationaux des autres partis, des autres États étrangers, etc., non, l'avantage que nous avons au sein du parti, c'est que nous avons réfléchi, nous avons conceptualisé et nous avons traduit cela en termes politiques. Donc vous serez d'accord pour la question de nationalité, que le Congolais accepte d'avoir sa nationalité congolaise et une autre? D'abord, c'est une question d'équité, de justice, de transparence et de sincérité. Regardez parmi les gens qui nous gouvernent. Combien n'ont pas une double nationalité de fait? Il y a des Américains, il y a des Belges, il y a des Français, il y a je ne sais quelle nationalité. Parce que la nationalité congolaise étant une et exclusive, si vous avez une autre nationalité, que vous ayez renoncé à la nationalité congolaise ou pas, d'office la nationalité congolaise tombe. Donc, nous vivons en porte-à-faux avec nous-mêmes. Réconcilions-nous avec notre conscience. Mais pourquoi ne pas donner à tout le monde l'opportunité d'avoir la nationalité qu'il veut, tout en gardant la sienne et ses origines? Je ne pense d'ailleurs pas seulement aux Congolais. Je vois beaucoup de nos frères occidentaux, asiatiques, qui partagent avec nous les mêmes appréhensions, les mêmes craintes. Beaucoup sont allés en exil, comme nous. Maintenant que le ciel est plus clément, ils reviennent. Alors, soyons contemporains, soyons modernes, soyons du XXIe siècle. Cela ne fait rien. Si, Willy, vous êtes belge et congolais, cela ne veut rien dire. Ce n'est pas une cause de honte. Monsieur Atundu, vous pourriez tenir le même discours aujourd'hui, 20 ans après? Absolument. Rien n'a changé. Rien n'a changé fondamentalement. Malgré les trahisons, malgré les infiltrations. Malgré les trahisons, malgré les infiltrations. Les trahisons, les infiltrations traduisent notre faiblesse vis-à-vis des réalités. Les traîtres ont toujours existé. Partout. Ganelon qui a trahi Roland, le chevalier, c'était français. Ici, chez nous, les gens qui nous trahissent sont d'abord des Congolais. Et donc, il n'y a rien de fondamentalement nouveau, à part l'obligation d'encadrer davantage nos citoyens par une éducation citoyenne convenable et objective. Mais pourquoi l'État, ça fait quand même 20 ans que vous dites ça, pourquoi l'État n'a pas réglé cette question de nationalité? Parce que vous dites ceci, vous dites qu'effectivement que c'est une question d'équité, de justice et de transparence. Et qu'on ne va pas se voiler la face, soyons sincères, beaucoup de nos compatriotes ont la double nationalité de fait. Pourquoi notre pays, qui a quand même connu 4 cycles électoraux depuis 2006, pourquoi vous le disiez 3 ans avant les élections, pourquoi on ne parvient pas à régler cette question? Quelles sont les choses, quelles sont les forces qui empêchent de progresser? C'est des circonstances ambiguës qui permettent à penser, parfois avec raison, parfois sans raison, que ouvrir la nationalité congolaise serait permettre l'infiltration de notre pays, serait permettre aux autres de nous envahir et finalement que nous allions disparaître. Bon, pour moi, je n'y crois pas parce que les États-Unis et le Canada, qui est un pays de peuplement, ne disparaît pas, au contraire. Et même ici, je crois que le Congo doit pouvoir jouer son rôle d'attraction. Le fait que le Congo a beaucoup de richesses, le fait que le Congo a beaucoup d'opportunités, nous sommes devenus des Eldorado, c'est-à-dire un attrait pour le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez une belle fille, une fille belle.
qui attire toutes les convoitises. Vous avez deux solutions. Vous l'encadrez en disant, bon, il faut maîtriser les hommes, ou bien vous le balafrez. Comme ça, elle perd sa beauté. Alors, je crois que c'est inhumain de balafrer une belle fille. Il faut l'aider à vivre avec sa beauté, à vivre avec la concupiscence des autres et à être soi-même. Jamais notre pays ne sera laissé tranquille. Nos origines, nous sommes un espace réservé aux 15 puissances signataires de l'acte de Berlin qui ne voulaient pas s'entretuer pour les richesses du Congo. Ils ont dit, bon, écoutez, libre circulation, libre exportation. Et tout chef d'État qui n'a pas respecté ce modus vivendi, n'est-ce pas, ce gentleman agreement, a payé, en commençant par Léopold II. On a commencé à parler de main coupée, c'est quand les Belges, Léopold II en l'occurrence, a interdit aux Allemands d'exploiter les mines d'or du Bazoé. Donc on a reparlé, etc., etc. Donc, comme il avait empêché la libre circulation, voilà. On lui a sorti les dossiers. Voilà. Et chaque fois que un chef d'État veut empêcher, on vous dira, mais oui, le Congo est assez riche, il doit partager, etc. C'est pas ça, tout le monde partage. Mais il voudrait seulement rappeler que nous devons circuler librement, etc. Alors c'est à nous de gérer cette réalité historique qui fait partie structurante de notre personnalité. Est-ce que vous pensez que la classe politique congolaise a conscience de cette réalité que je peux appeler ontologique, réalité de naissance? Est-ce que la classe politique sait que ce pays, en même temps qu'il nous appartient, en même temps il est l'objet d'un certain nombre d'appartenances extérieures? Est-ce que la population en a conscience? Parce que la classe politique vient de la population. Oui. Est-ce que notre éducation, notre système éducationnel donne aux citoyens cette conscience du danger et le prépare à parer à ce danger-là? Il faut vivre. Vous faites le rafio, traversez les rapides, mais on vous apprend. Il faut avoir le gilet, si vous tombez, il faut faire ceci, pour ne pas tomber, etc. Est-ce que nous sommes préparés à ça? Parce que, oui, nous disons ici que nous ne voulons pas d'étrangers, etc. C'est bien légitime. Mais connaissons-nous le nombre de Congolais dont on dit la même chose à l'étranger? Il y a trop de Congolais ici, au point d'investir même des quartiers. Moi, j'ai vu des Matongais à Tokyo. Tout simplement, les Congolais avaient conscience, bon, c'est chez nous. Donc, il faut bien gérer la chose. Il faut bien gérer, mais toujours avoir la maîtrise de notre destin. C'est ça l'élément le plus important. Notre destin, quand François Fanon a dit « nous sommes la gâchette de l'Afrique », mais quand vous voulez abattre un militaire, vous lui enlevez d'abord la gâchette, non? Absolument. Donc, si on veut abattre l'Afrique, on va d'abord dissoudre le Congo pour que tout le monde se le partage. Donc, ce que le maréchal Mobutu disait, qu'il n'est pas facile d'être les haïr, c'était pas simplement... Mouzé l'a même repris. Et même, je crois que Félix Tshisekedi, il le vit. Il le vit et il le dit aussi. Ouais. Il n'est pas facile d'être le Congo parce que le Congo a un destin un peu... Il y a une partie secrète, une partie non dévoilée. Vous qui étiez quand même, vous avez été au cœur de tous les pouvoirs, presque. Vous avez vécu ça comment? À quel moment les dirigeants congolais se rendent compte qu'au-delà des agendas que nous avons, de notre force d'investissement, il existe quand même cette volonté-là? À quel moment est-ce qu'on comprend en conscience qu'il y a autre chose que si les simples décisions? Si nous sommes victimes d'autant de convoitises, ouais, c'est parce que notre destin n'est pas caché. Tout le monde sait. Nous avons ce destin-là. En plus du destin, nous avons une mission que Mobutu a conceptualisée, la dignité que les pères du panafricanisme, le Congo, terre de destin, comme disait Lumumba, écrivait Lumumba.
Donc, c'est le drame d'une grande équipe de football que tout le monde rêve de terrasser. Je me souviens, Absolument. Quand Santos était au fait avec Pelé, ils sont venus ici, on rêvait de terrasser. Et on a même vaincu quand même Voilà. une fois l'équipe Voilà. de roi Pelé. Donc il faut se préparer à ça. Quand on est vaincu, on reprend. Maintenant, je demande à vos deux dimensions, je ne sais pas laquelle va triompher par rapport à la réponse, je demande aux diplomates et à l'officier de sécurité, pour sortir de cette crise qui a trop duré, la voie royale, est-ce que c'est celle que l'officier de sécurité va nous dire, nous devons vaincre l'ennemi, il faut faire la guerre pour terminer les causes de cette incurie, ou il faut encore et encore faire la diplomatie? Vous allez, en tant que mon invité, vous répondez à quoi? Comment vous répondez? Une réponse d'abord interne. C'est la Bible qui le dit, tout royaume divisé à l'intérieur ne peut pas survivre aux attaques. Et donc aujourd'hui, nous avons intérêt à être autour du chef de l'État et à être derrière ses instructions. Le chef de l'État, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas le chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons donné à Tshisekedi. Donc, il faut que nous puissions suivre ce qu'il nous dit, parce qu'il est quand même le mieux placé pour garantir nos intérêts. Et que chacun, au lieu d'attendre qu'il se trompe, on doit l'aider pour qu'il se trompe le moins possible. Donc, ça, c'est un élément... Oui, ça, je comprends. Mais on fait la guerre, on fait la diplomatie. Bon. Les Anglais disent « fight and talk ». Tu dois te battre et parler. Et dans tous les cas, l'histoire du monde, c'est toujours comme ça. Hein? La guerre de Troie, ils se sont battus. Donc, on fait le feu et puis on parle. Voilà. Ok, donc il faut une montée en puissance. Parce que oui. La diplomatie est l'alpha et l'oméga. Lorsque la diplomatie ne marche plus entre deux pays, c'est la guerre. Et lorsque la guerre s'affaiblit, c'est la diplomatie qui vient. Donc, il faut savoir manipuler. Je prends notre cas. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie, n'est-ce pas, à l'assiduité diplomatique du chef de l'État, il a obtenu que le Rwanda soit reconnu agresseur, que Kagame soit indexé, qu'on prenne des mesures. Voilà. Mais, pour que ces propos ou ces mesures trouvent une certaine consistance, nos troupes sur le terrain doivent enregistrer des hauts faits d'armes qui rendent nos forces dissuasives. Donc, pendant qu'il va à Luanda pour chercher les moyens de dialoguer, je ne parle pas de négocier, parce qu'on ne peut pas négocier le départ des troupes rwandaises du Congo. Ça, c'est la capitulation. Il doit partir sans condition, et alors nous dialoguons sur les conditions du vivre ensemble. Donc, aujourd'hui, pendant ce temps-là, il faut que nous ayons des armes. On nous dit ici que le Rwanda a installé des missiles chez nous, solaires, etc. Nous devons pouvoir abattre ces missiles, les évacuer de notre territoire, et que nous ayons la capacité, tout au moins théorique, de rayer le Rwanda de la carte. Je m'exprime de façon extrême. Comme aujourd'hui, la Russie a la capacité théorique de rayer certains pays du monde. Même le monde du monde. Oui. Les États-Unis, la même chose. Et les autres, hein, les moyennes puissances, la France, etc. Donc nous devons assumer notre être. C'est à notre être. Qu'est-ce que c'est le Congo? Le Congo, c'est nous les Congolais. Mais le Congo, c'est aussi ce que nous avons. Oui. Hein, nous sommes fiers. Je suis fier d'être Congolais parce que je sais que tout le monde a besoin de moi. Donc nous devons assumer cela. Nous devons créer des citoyens à cet effet. Nous devons, en termes au
officiers de renseignement, comme vous dites, mais comment se fait la protection de nos frontières? Est-ce que c'est toujours une protection pédestre, où les gens circulent, etc. Ou bien maintenant on a des satellites, oui, bien sûr. On a des drones, hein, on a des avions d'observation, des avions espions, etc. Donc nous devons nous adapter à cela. Parce que en plus, notre territoire n'est pas seulement le 2 345 000 km², c'est aussi l'espace qui est au-dessus de nous. Donc, nous devons avoir les moyens de sécuriser l'espace qui couvre... Non, l'espace. L'espace, comment on va dire ça? Le territoire spatial. Voilà, le territoire spatial du Congo. Nous devons le sécuriser. Tous les efforts que font les Américains, les Russes, les Chinois, c'est parce qu'ils veulent que là-bas, qu'il n'ait plus la même portion congrue qu'ici. Et donc, nous devons y veiller aussi. En tout cas, en ce qui concerne la grandeur du Congo et ce que vous dites là, vous ne le dites pas seulement aujourd'hui, vous l'avez dit il y a 20 ans. Je vais encore vous mettre un peu, faire savourer ce que vous avez dit il y a 20 ans. Vous êtes quelqu'un de cohérent, vous dites les choses aujourd'hui, vous les répétez 20 ans après parce que je suppose qu'elles relèvent de la conviction et de la réflexion. Nous allons suivre cet extrait et vous allez en dire un peu plus. Je vous en prie. Pourquoi ce pays ne retrouve pas sa grandeur? Parce qu'en réalité, l'absence au niveau international ne correspond même pas, comme la Chine à l'époque, à une force à l'intérieur. Non, tout simplement parce que les intellectuels, l'élite de ce pays, a toujours considéré que la politique était une affaire, excusez-moi l'expression, d'imbéciles. Des gens, des aventuriers. C'est un peu comme on considérait la musique avant. Maintenant, notre présence, quand on voit quand même la qualité des gens qui sont dans notre Parlement, il y a des grands responsables. Et aujourd'hui, un homme politique, il devrait forcer le respect. Mais grâce à son passé, à son expérience et surtout à sa vision, il faut que ce que nous disons puisse répondre non seulement à l'ère du temps présent, mais aux aspirations de nos peuples et de nos voisins. Voilà la grandeur. Les hommes politiques. Ils doivent être à la hauteur, et ils le sont, j'espère. Maintenant que vous avez cette expérience, laissez-moi vous demander de transmettre. Vous allez peut-être, d'une certaine manière, rapidement concevoir un certain nombre de messages à adresser d'abord aux dirigeants. Vous avez gagné aujourd'hui la possibilité de dire des choses directement aux dirigeants. Si vous étiez demandé de parler au président de la République lui-même, qu'est-ce que vous lui direz en ces instants précis? C'est vrai que je pêche par cette indiscrétion publique, mais nous avons besoin de cela. Si vous devez parler au président, vous lui direz quoi aujourd'hui? En ce qui concerne la charge lourde qu'il a, vous l'avez dit vous-même, c'est lui qui peut garantir les intérêts du Congo. Vous lui direz quoi? Ouvrez votre constitution. Le serment constitutionnel, c'est ça que le président doit faire. Respecter la Constitution et son serment. Respecter la Constitution et son serment, ce n'est pas le fait de lui-même tout seul. C'est le fait des collaborateurs, n'est-ce pas? C'est le fait des sociétés savantes, des sociétés civiles, du simple citoyen lambda. Donc il doit être attentif. L'attention, c'est ça que vous le demandez. Le maître mot. Alors maintenant, dans ces conditions, dans quelques jours, le président est appelé à choisir un Premier ministre face au défi qui est le nôtre. Sans citer des personnes, quel peut être le profil du Premier ministre qui correspondrait à l'enjeu actuel? Ça, je demande à l'analyste, au Conseil de sécurité. D'abord, il faut éviter de chercher l'oiseau rare. D'accord. L'oiseau rare, il est seul et tout le monde voudrait l'avoir pour soi. Donc, normalement, l'oiseau rare ne nous sert à rien. Il nous faut un homme de situation. Un homme de situation, c'est qui? C'est quelqu'un qui est crédible vis-à-vis de l'opinion nationale d'abord et internationale ensuite. Il est crédible. Ensuite, il faut qu'il se soit un homme fiable. Quelqu'un qui sécurise le chef de l'État.
il ne peut pas venir Bah, avec un agenda caché en disant ça, je le résous à moitié parce que ça va me gêner quand je serai moi-même candidat. Je ne pourrai. Non, il faut quelqu'un de fiable, en qui le président a confiance et qui a confiance totale au président. S'il se trouve dans ce cas, en toute hypothèse, qu'il démissionne. Donc ça c'est important. Il faut quelqu'un de non conflictuel. Il doit pouvoir parler avec toutes les générations, sans exclusive, avec toutes les tribus répandues sur notre territoire, avec tous les partis, sans préjugés. Donc c'est un homme. Il ne va pas non plus créer des coups pour se faire valoir. Donc ça c'est là. Lorsqu'on a réuni tout cela, un homme comme ça, on n'a pas encore, elle en existe vraiment. on n'a pas encore ce qu'il faut pour faire ce travail. Il faut être compétent. Il faut être compétent. Présomption de compétence. Il faut être compétent. Et c'est comme pour le président. On n'est pas Premier ministre compétent tout seul. Il faut savoir choisir les collaborateurs, savoir être aussi à l'écoute, savoir obéir. Parce que si le Premier ministre se met en challenger du président, le pays ne peut pas marcher. Parce que seul le président de la République a acquis le droit de vouloir et de faire au nom de la société, au nom de la communauté nationale. Donc, vous, Premier ministre, vous, président de l'Assemblée, président du Sénat, directeur, etc., il faut d'abord agir selon la volonté du chef de l'État. C'est la volonté démocratique. Parce que avec tous ces critères-là, je commence à craindre qu'on ne trouve pas vraiment l'oiseau rare, en fin de compte. Même si on ne les cherche pas, mais on finit par les... Non, on va pas trouver quelqu'un qui a toutes les qualités au même niveau. Ah, d'accord. On va trouver quelqu'un qui est crédible ou à qui on donne des chances. On va trouver quelqu'un à qui le président dit, bon, il y a ceci, mais mettons-les à l'épreuve. On va trouver quelqu'un qui n'a pas une haine implacable contre une tribu ou un parti. C'est important. On va trouver quelqu'un de présumé compétent, vu son passé. Donc, ça, c'est possible. Il nous faut trouver des êtres humains et non des extraterrestres. Alors, dans le cas où, c'est vrai, on a un Premier ministre, on a un gouvernement, il est reproché, on a un peu reproché, hein, vous étiez aussi de la partie, hein, le premier mandat ici, vous avez été quand même, vous avez travaillé à la SNEL, hein, en PCA, je ne l'ai pas dit, mais on a reproché à ce premier mandat une forme de gabegie, donc une utilisation excessive des moyens de l'État, beaucoup plus pour des résultats assez mitigés. Et comment on résout la question du train de vie des institutions de la République? Comment on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres, plus de 70% des moyens qui sont mobilisés vont à la vie des institutions, donc au salaire, etc. Peut-on réduire le train de vie? On peut certainement réduire. Mais le premier mandat, c'était un mandat d'expérimentation, on va dire. Il y a eu cette alliance FCC-Cash qui portait les espoirs de la nation, mais qui a fait, comme dirait l'autre, flash. Ça n'a pas réussi. Alors, ça n'a pas réussi sous le coup de Covid aussi. Nous avons des problèmes politiques, nous avons des problèmes de santé publique qui réduisent en réalité la liberté d'indépendance, disons la liberté d'initiative. Donc, alors finalement, il a peut-être travaillé 2 ans au lieu de 5. Mais c'est une période expérimentale extrêmement importante pour lui. Il sait maintenant qu'est-ce qu'il faut pour ne pas tomber dans tel travers. Qu'est-ce qu'il faut pour ceci, pour cela. Donc, il faut lui accorder le bénéfice de l'expérience et qu'il en tirera profit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore le juger, puisqu'il n'a pas de Premier ministre, il n'a pas commencé à travailler. Et puis, c'est une question de compréhension.
les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai 2 cas. Le premier, c'est dans l'histoire. Lorsque Mokolo était ministre des Affaires étrangères, certains sont allés dire au président Mobutu, qui malheureusement les a suivis, que Mokolo se promenait trop dans le monde. Mais que fait un ministre des Affaires étrangères? Sinon de parcourir le monde au bénéfice, à la recherche des intérêts. Donc, ça. Deuxième exemple actuel. Lorsque le président a voulu faire ses marques dans le monde, il a voyagé, il a dit non mais qu'est-ce que ça nous rapporte, etc. Et quand on obtient la condamnation du Rwanda, très peu de gens lui reconnaissent ce mérite. Lorsqu'à l'investiture du président de la République, il y a au moins 13 ou 15 chefs d'État, ça signifie que quelqu'un est apprécié. Donc, il faut maintenant savoir apprécier les choses. Bien sûr, tous les déplacements n'étaient pas nécessaires, mais maintenant il se dit, tiens, ça je fais ça, ça je fais ça. Parce qu'il sait au moins à peu près ce qu'il y a. Voilà, il a de l'expérience. Alors, à part le président, il y a la jeune classe politique. Ce n'est pas comme vous quand vous étiez en pleine activité. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Ils sont là, ils veulent dégommer les vieux, vous avez trop pris, laissez-nous la place. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? 2 choses. Oui. 2 choses d'abord, sur le plan de la forme. Seule la Constitution, l'état physique et la volonté personnelle peuvent amener un individu à quitter le pouvoir. Vous avez le cas de la reine d'Angleterre, vous avez le cas de Pompidou qui a préféré mourir à la tâche. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Mais ça c'est sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, ils doivent se donner le temps d'apprendre. Parce qu'ils apprennent. Oui. Il faut qu'ils apprennent, qu'ils remettent 100 fois leur expérience ou bien leur pratique. C'est bien facile. Bon, M. Willy Kalenga, non, il ne sait pas parler à la télévision. Est-ce que cela suffit à faire de moi meilleur que vous? Non. Donc, il ne suffit pas de critiquer les anciens, encore faut-il être mieux qu'eux. On ne peut pas être mieux que les anciens si on apprend, on ne se donne pas le temps d'apprendre les causes de leur réussite et les causes de leur échec. Et se tracer une voie en sachant que malgré tout, on ne sera pas parfait. Donc les jeunes, prenez le temps d'apprendre et de faire valoir vos qualités dans le temps. Alors, nous allons peut-être terminer cette émission avec deux ou trois questions, mais je reviens toujours à cette émission qui m'a servi de déclencheur aujourd'hui. Déjà, il y a 20 ans, vous parliez du Congo comme d'un pays arc-en-ciel, la nation arc-en-ciel. C'est vrai que ça sortait comme c'était l'Afrique du Sud, mais vous disiez que c'était plus que l'Afrique du Sud. Nous allons suivre d'abord votre vœu il y a 20 ans et puis nous revenons pour conclure cette émission. Pour ce qui sera la conclusion, vous dites dans votre document, dans votre dépliant, que vous voulez forger une nation en arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la conclusion de cette émission. Eh bien, nous voulons former une nation arc-en-ciel, débarrassée de toutes les discriminations accommodantes et dérangeantes. Une nation arc-en-ciel, c'est une nation mélangée, où le noir, le blanc, le jaune, le vert, s'il en existe, puisse se sentir chez lui, où nous sommes débarrassés de toutes sortes de discriminations. Il y a des discriminations dérangeantes. Si aujourd'hui, nous disons, écoutez, nous sommes contre les Blancs ou les Asiatiques, c'est dérangeant, parce que la conscience universelle n'accepte plus ce genre de choses. Mais il y a des discriminations accommodantes. Quand nous disons, écoutez, si vous n'êtes pas ressortissant de ma province, vous ne pouvez pas prétendre à diriger ma province. C'est une discrimination qui est contre les droits de l'homme, qui est contre même le texte de base de notre Constitution. Ces genres de discrimination, nous n'en voulons pas. Et de toutes les façons, ça n'apporte aucune espèce de valeur dans notre processus de développement. Aujourd'hui où on crie
au nationalisme, où on crie contre l'Occident qui serait derrière le Rwanda pour attaquer le Congo. Pouvez-vous encore parler des nations arc-en-ciel? Absolument. Rien n'a changé. Parce que quelqu'un a dit que l'homme est foncièrement bon, c'est la société Qui le rend mauvais. qui le rend mauvais. Je crois que c'est un auteur français. Eh bien, si aujourd'hui, le Rwanda décide de changer de chef d'État, de façon démocratique ou autrement, eh bien, vous verrez que les rapports... Je prends même l'histoire. Le président, le premier, Grégoire Kayibanda, nous en voulait à mort. Et il ne voulait pas avoir de contact intime avec le Congo. Mais lorsqu'Abiyarimana est arrivé, ils se sont entendus avec le président Mobutu. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, il ne faut pas que les Tutsis soient à la frontière. Ok, ce sont des réfugiés, on les met à l'intérieur. 120 ou 130 km. Qu'est-ce que vous voulez encore? Non, il faut... je ne veux pas d'eux chez moi, qui reviennent et vont nous déranger. Ah bon? Ok, qu'est-ce qu'on fait? Bisengimana venait, directeur de cabinet. Bisengimana, c'était le président des étudiants rwandais à l'Ovanium. Et il est resté près du président Mobutu pendant 11 ans comme directeur de cabinet. Et Donc il c'est était lui chargé, qui a servi d'infiltré ici. Non, non, non. Il était chargé de créer cette atmosphère de confiance entre nos États. Puisque les autres n'en voulaient pas. Est-ce qu'il suffisait qu'ils soient réfugiés? Apparemment non. Il faut qu'ils se sentent à l'aise ici chez nous pour qu'il n'y ait pas de velléités De rentrer. agressives. Eh bien, on a fait deux choses. D'abord, on a travaillé assez longtemps pour accorder la nationalité collective et les intégrer dans les espaces de commandement économique, même militaire, etc. Et on ne s'en plaignait pas. Mais je ne sais pas si vous pouvez me dire que du temps de Mobutu, il y avait des traîtres Tutsis dans notre armée. Le problème s'est posé lorsque le Congo n'a plus sécurisé les gens qu'il avait accueillis, à qui il avait donné la nationalité. C'est ainsi qu'ils ont cru se retrouver dans le combat du FPR. Et ils ont allé embrasser Kagame. Non, les gens, Kagame, enfin c'était Reguiema, a eu l'intelligence de leur dire, venez avec nous, donnez l'argent ou combattez pour nous. C'est ainsi qu'on a vu. J'étais à l'époque PDG de la GECAMIT, des directeurs démissionnaires. Et repartir. Et repartir chercher des fonds pour le FPR. Donc, c'est une grande responsabilité que d'accueillir les personnes chez soi. Il faut les mettre à l'aise. S'il faut leur accorder la nationalité, vous-même créez les conditions. Une nationalité, plusieurs nationalités, de toutes les façons. Aujourd'hui, les nationalités autres qu'originelles ne sont que des facilités administratives pour évoluer dans le monde. Monsieur Alain Atundou, nous allons conclure cette émission toujours par des paroles de sagesse que j'attends de vous, parce que là, vous avez vraiment gagné la palme de l'homme sage, l'expérience que vous avez eue du pays et des hommes politiques. Nous allons donc, vous allez peut-être vous adresser à cette nation. Nous traversons une période difficile. Il y a beaucoup de doutes. Les Congolais ne savent pas si demain ils vont encore jouir de l'intégrité de leur territoire, parce que déjà, il y a des espaces qui sont aujourd'hui occupés. Ils ne savent pas s'il faut faire la guerre pour pouvoir reprendre tout ça, ou il faut négocier. Les Congolais ne savent pas. Ils ont les yeux tournés vers les leaders, vers les chefs, pour qu'ils indiquent le chemin. En attendant que les chefs indiquent le chemin final, quelle doit être l'attitude de notre peuple? Que doit-il faire? Parce que je sens qu'il y a une ambiguïté. D'autres disent non, on doit être dans les deuils, d'autres disent que non, il faut faire comme si rien n'était, d'autres il faut absolument montrer qu'on est en colère. Comment on fait? Comment un peuple se comporte quand il est dans une situation difficile? Il faut vivre sa situation sans hypocrisie
et sans politique d'autruche. Nous sommes en état de guerre. Nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda. Nous sommes en état de guerre avec le Rwanda. Être en guerre, c'est déclarer la guerre. Donc, on n'est pas encore en guerre, mais on est en état de guerre. En état de guerre. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cet état de guerre? C'est 3 choses. 1, la diplomatie, pour amener l'autre à de meilleurs sentiments, par des sanctions, par la conviction, etc. Une armée, une force dissuasive, pour que l'autre, à défaut d'entendre raison, entende force. Et enfin, entre-temps, il faut faire de son mieux, grâce à la diplomatie, pour que cette partie de la République soit déclarée en situation de catastrophe humanitaire. Une catastrophe humanitaire a l'avantage, 1, de faire une pause pendant la guerre, 2, d'accélérer les mécanismes d'aide aux sinistrés. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, plus de 5 millions de déplacés internes. De connus, parce que nous tous, nous sommes des sinistrés. Lorsque votre frère est à Goma ou un ami, même si vous mangez, vous n'êtes pas heureux de manger tout seul. Parce qu'il faut, Donc, il appelle, il faut... Le pays, c'est Oui. pourquoi, je crois, le président l'a dit, c'est un problème national. C'est un problème national. Et nous devons réserver un traitement national à ce problème-là. Donc voilà les 3 mécanismes. Et en plus, le leader. Pour gagner une guerre, il faut suivre le chef. Les Grecs accordaient une grande importance à la conduite de la guerre. C'est ainsi que, je crois, quand ils allaient, ils avaient un chef qui s'appelait Agamemnon. Eh bien, c'était le chef de guerre, il fallait le suivre. Et c'est lui qui décidait de chanter le péant, c'est-à-dire le chant de guerre, pour attaquer. Donc aujourd'hui, quels que soient nos avis, nous sommes presque 100 millions. Donc il peut y avoir en théorie 100 millions d'avis, même si on intègre le nouveau-né. Mais c'est un seul qui a le droit de dire « suivez-moi », parce que c'est le mandat que vous m'avez donné. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec le président Tshisekedi aujourd'hui. Vous pouvez ne pas le suivre dans tout ce qu'il fait, mais reconnaissez-lui le droit de nous conduire. Et en bon citoyen, il faut le soutenir. Si vous voulez le changement, il y a la démocratie. Attendez les élections. Il y a un tempo démocratique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur André Atundu, Alain Atundu, d'avoir été à cette émission Chemin Critique. Nous avions une perspective d'arriver avec vous aux mêmes conclusions. Si vous gardiez les mêmes pensées, les mêmes idées qu'il y a 20 ans, vous n'avez pas changé, vous êtes le même homme. Peut-être aujourd'hui endurci par l'expérience et par la sagesse, mais vous avez gardé les mêmes idées puissantes parce qu'elles étaient déjà totales quand vous les avez exprimées. Je vous remercie. Le passé est une perspective d'avenir. Venir. Ça, il faut le retenir. Merci, c'est à noter ça. Hein? Je vous ai noté, le passé est une perspective d'avenir. Nous aussi, nous arrivons à la fin et nous espérons avoir été avec vous progressivement dans cette construction. Cette émission est à suivre et à resuivre parce que ce n'est pas un petit feuilleton. Ça a été des moments importants et je crois qu'il faut émotionnel. Émotionnel. Il faut suivre et resuivre cela parce que ça nous permet de nous juger nous-mêmes, de nous évaluer. Si on nous ramène à nos idées d'il y a 20 ans, trouverons la même personne ou nous allons trouver des personnages que nous avons fabriqués sur le chemin, sur le parcours, que nous n'allons même pas reconnaître, avoir le courage de reconnaître. Ici, l'homme est resté fidèle à lui-même et c'est un plaisir pour moi de l'avoir constaté. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi, amis téléspectateurs. C'est la fin. Le Chemin Critique est terminé. Gardez toujours la même position. Restez sur Géopolis Télévision. Nous n'allons pas vous décevoir. Nous viendrons encore et encore avec des émissions importantes et passionnantes. Au revoir. À la prochaine.